Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis parti à la rencontre de Mathieu Streif, donc, qui a ouvert au Rouret le pot au vin en avril 2022, date d'immatriculation. Donc bonjour. Bonjour. Donc vous avez ouvert une cave à vin et spiritueux, mais pas que. Non, en effet, au pot de vin, c'est bien sûr une cave à vin. On vend des spiritueux, on vend des bières, on donne toutes les conditions nécessaires à leur conservation, puisque j'ai fait construire une petite salle des coffres où tous les vins sont entreposés dans des conditions d'hygrométrie et de température contrôlées. Et pour moi, ça, c'est vraiment une plus-value. Mais c'est aussi pour moi au pot de vin un endroit de rencontre, puisque les clients viennent ici pour avoir du choix, du conseil, de la qualité, mais aussi pour passer un bon moment. Et je pense que c'est réussi jusque-là. Et on passe tous des bons moments au pot de vin. On est dans l'esprit un peu village, où les gens ont besoin de se rencontrer, d'avoir une relation autre que commerciale. Je ne suis pas seulement le trait d'union entre le vigneron et le client, mais je suis quelqu'un qui compte, et Pascal, mon employé, aussi. Pomme aussi, le chien, enfin la chienne, qui est la mascotte. Maintenant, fait partie de la vie des Rouretans et des alentours. Donc je suis très content pour ça, parce que ça dépasse l'univers du travail, quoi. Est-ce que vous pourriez décrire votre activité principale? Alors en tant qu'ancien sommelier, j'ai la chance de bénéficier de très belles allocations bourguignonnes. Donc ça, c'est un privilège dans le monde du vin où on va disposer de vins que tout le monde ne peut pas avoir. Donc je suis spécialiste en grand cru de Bourgogne. Ça, c'est sur mon histoire passée. Mais je me concentre surtout sur tous les vignerons de toutes les régions de France et de tous les budgets. C'est important pour moi de m'adresser à tous, de ne pas snober le client. Donc on débute à 7 euros et puis après on peut aller très loin. J'essaie surtout de ne pas multiplier les appellations juste pour les multiplier, mais d'avoir des styles différents et de faire comprendre aux gens que ce qui fait le vin, c'est le vigneron et c'est pas l'appellation. Pour moi, ça c'est très important, c'est un message qu'on essaye de transmettre aux clients parce que c'est le meilleur moyen de faire et des économies et des belles découvertes. Vous avez un parcours atypique. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce que vous avez traversé avant d'ouvrir cette cave? Oui, bien sûr. Bon, bah, si on reprend à zéro, au début c'est plutôt classique puisque je fais une école de commerce à Reims. C'était déjà prédestiné, j'étais déjà dans le champagne à ce moment-là. Ça m'amène pendant 10 ans dans l'univers de l'automobile, dans le groupe Ford. Je travaille pour les marques Land Rover, Jaguar, Volvo et Aston Martin jusqu'à leur vente. Et là, je décide de quitter le groupe et de commencer ma nouvelle vie. D'abord, un restaurant qui s'appelle Le Tire-Bouchon, avec un ami chef. On se spécialise dans le vin, mais j'avoue qu'on est encore un petit peu approximatif à ce moment-là. Et oui, vous n'aviez pas de formation à ce moment-là d'œnologue ou autre. Non, là, c'était un petit peu de l'improvisation. Euh, donc, euh, donc là, je plaide coupable. Au bout au bout de 2 ans, malheureusement, suite à une séparation personnelle, mais heureusement avec une nouvelle compagne, on décide de tout quitter. Donc je laisse ce restaurant-là à mon meilleur ami et nous partons avec ma nouvelle compagne faire un tour du monde qui va durer 1 an, qu'on appelle le Veni Vino Vici, puisqu'on crée un blog et on part à la découverte des vignobles du monde entier. Donc ça, c'est un tournant dans ma vie. Pendant ce voyage, bien sûr, bah, la passion pour le vin va vraiment éclater. Pendant ce tour du monde, est-ce qu'il y a quelque chose, une visite d'un domaine ou autre, qui vous a marqué en particulier? Il y en a eu évidemment beaucoup plus qu'une, mais si je dois en retenir une, c'est peut-être la rencontre avec le pinot noir néo-zélandais, puisque aujourd'hui je suis très très proche de ce cépage, puisque c'est le cépage roi de la Bourgogne. Et donc quand on est allé dans le sud de la Nouvelle-Zélande, là il y a eu vraiment une révélation, d'abord parce que la Nouvelle-Zélande a aussi cette culture de terroir, avec une diversité. Et puis bah, les premières dégustations en Central-Otago m'ont donné la magie du fruit, si vous voulez. Vous voyez, c'est ce côté très juteux du pinot. Et là, j'ai su vers quel style de vin j'allais orienter mes goûts. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres,
Mais moi aussi, comme tout le monde, j'ai mes préférences et c'est sûrement en partie grâce à la Nouvelle-Zélande. Ça va faire mal à entendre à mes anciens patrons qui sont très chauvins de la Bourgogne, mais oui, la Nouvelle-Zélande m'a fait découvrir le pinot noir. Ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît d'autre, à part le pinot noir dans le Bourgogne? Oh, bah, c'est la complexité, hein. C'est une mosaïque de terroirs très très complexe. On peut pas s'ennuyer en Bourgogne. Et puis, c'est cette magie du vigneron, parce que là, on est vraiment dans du travail d'orfèvre. D'une parcelle à l'autre, on a des styles différents, d'une vinification à l'autre. Le pinot est vraiment, vraiment sur la fraîcheur. Il a quelque chose de très fin, très élégant. La côte de Beaune et la côte de Nuit sont quand même presque opposées. C'est vraiment très complexe. C'est ce qui me plaît, parce que bah, ça évite l'ennui. Donc avec un seul cépage, avoir autant de diversité, c'est quand même assez incroyable. À mon retour, je suis bien obligé de continuer la formation plutôt théorique, puisque là j'avais de la pratique. Donc je travaille d'abord à la Bulle Dorée à Cannes, puis ensuite dans une cave très importante au marché Fortville, jusqu'à la découverte qui va changer un petit peu ma vie. C'est la rencontre avec la famille Silva, qui possède à ce moment-là le restaurant Au Pot de Vin à Cannes. C'est une ancienne famille 2 étoiles Michelin en Bourgogne, qui dispose d'énormément d'allocations et d'énormément de très grands crus bourguignons, beaucoup, beaucoup de connaissances. Et là, ben, je pense que mes progrès dans le vin sont en grande majorité dus à cette famille. Donc vous devenez sommelier et vous gérez une cave qui est juste... Oui, une des plus importantes de France, à l'époque où elle ouvre, hein, en tout cas dans le sud de la France. On a à peu près 1000 références. Et puis le fait d'être en sommellerie, ça fait que à chaque fois qu'on sert une bouteille, on doit la goûter. Et là, pour faire progresser un palais, il n'y a pas mieux, hein. On peut lire tous les livres qu'on veut sur la sommellerie, ça marche pas aussi bien. Donc il faut goûter du vin, le recracher, je précise, pour les auditeurs. Je ne fais pas que boire toute la journée, je recrache. Donc oui, le progrès est colossal pendant toutes ces années au pot de vin avec la famille Silva. Oui. Ouais. Et au bout de 5 ans, Au bout de 5 ans, bah, c'est le drame. C'est le drame dans... bien sûr, il y a l'épisode Covid, mais il y a surtout une proposition d'achat du restaurant. Et mes patrons, qui ont l'âge de se reposer un petit peu et de partir à la retraite, décident tout simplement d'accepter cette offre. Moi, je suis un peu esseulé, mais pas longtemps, puisque cette famille me rassure très vite en me disant que si je veux continuer l'aventure, bah, ils seront là pour m'aider. Si je veux ouvrir ma cave, et de bons conseils, soutien psychologique, ils m'ont donné beaucoup, beaucoup de matériel pour m'installer. Donc c'est une énorme chance et c'est un peu pour ça aussi que je m'appelle toujours Au Pot de Vin, même si maintenant je suis seul dans cette société. C'est un petit clin d'œil à mon passé et puis parce que c'est plus qu'une histoire de travail, c'est une histoire de cœur. C'était important pour moi de continuer l'aventure. et grâce à ça aussi, vous pouvez bénéficier d'un matériel dont les autres cavernes ne bénéficient peut-être pas. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, il y a deux, trois outils. D'abord, bah, le chiller, donc, que certains peuvent avoir, mais c'est pas simple quand on s'installe. D'abord parce que ce sont des outils très coûteux. C'est une machine qui permet de refroidir n'importe quel vin en allez, 3 minutes. La personne, même dans l'urgence, dispose d'un vin à bonne température. Mes anciens employeurs m'ont aussi légué une machine à verre à osmose. Donc ça, c'est vraiment des luxes qui permettent au quotidien de travailler plus facilement, plus efficacement. Et là, je vous cite que deux exemples parmi beaucoup de choses, ne serait-ce que le mobilier qui est très fonctionnel et en plus très esthétique, bah, font de la cave un bel endroit, et un bel endroit pour vendre du bovin, c'est quand même plus facile. Ouais. Pourquoi le Rouret? Alors le Rouret, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait une envie de quitter un peu la côte, d'aller un petit peu dans ce que les gens appellent ici le moyen pays. On n'aime pas qu'on dise l'arrière-pays, donc c'est le moyen pays. Il y a une autre raison, c'est parce que la famille Silva a eu un restaurant au début des années 2000, qui s'appelait la Table de Montmoulin, ici, une table exclusive. Donc sur leur conseil, ils ont dit que je serais heureux, et puis s'il y a bien des gens qui me connaissent très bien, c'est bien eux. Donc j'ai écouté leurs conseils, comme toujours, ils avaient raison. Il y a aussi beaucoup de gens que je connaissais qui seraient d'un énorme soutien au Rouret, notamment le Clos Saint-Pierre avec Daniel Éclinger et sa femme Catherine, bien sûr.
le maire du Rouret aussi, qui était déjà un proche. Donc ça permet d'aller dans un endroit inconnu, mais avec des gens qu'on connaît. Donc c'est déjà rassurant. Il y a aussi évidemment une raison qui est un petit peu plus sérieuse. Une étude de marché qui me prouve qu'il y a beaucoup à faire dans cette partie du département. Bien sûr, il y a des caves, mais peut-être pas avec les spécificités que j'apporte. Ça s'est fait assez naturellement, le choix du Rouret à ce moment-là. Il me semble que le pari est gagné aujourd'hui après 1 an seulement. Donc je suis assez ravi, oui. Là, vous avez déjà constitué une clientèle qui revient. Oui, on a une clientèle d'habitués. Ça, c'est le fond, on va dire, du business. Mais on a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent soit occasionnellement parce qu'ils ont une maison secondaire, ou soit aussi beaucoup de touristes qui louent des maisons ici. C'est une spécificité des alentours ici. Beaucoup de villas, donc beaucoup de réunions de famille ou d'amis. Donc des festins, qui dit festin dit consommation de belles bouteilles en général. Donc c'est vraiment une autre habitude de consommation que sur la côte. Vous avez rencontré Pascal, qui est devenu votre apprenti. Qui est d'abord devenu un ami, Ouais. si je puis me permettre. C'est vrai qu'on s'est rencontrés très tôt. Ça a été une rencontre bénite, hein, parce que Pascal est quelqu'un que j'aime pour énormément de raisons personnelles. Et ensuite, on s'est découvert peut-être la passion en commun du vin. Il avait envie d'apprendre, j'avais besoin de quelqu'un pour m'épauler, donc ça s'est fait de façon très naturelle. Pascal aujourd'hui est en apprentissage dans l'école Franck Thomas. C'est quelqu'un de confiance, qui a envie d'apprendre, qui me complète même sur le point de vue caractère, donc on forme un binôme un petit peu atypique, mais de choc. Ça me permet moi aussi de me libérer du temps pour d'autres missions à l'extérieur, des prestations chez des clients, des livraisons, aller démarcher des entreprises, puisque c'est aussi une partie de notre travail. Et puis tout simplement, j'ai pas honte de le dire, de me dégager un petit peu de temps à titre personnel pour mes passions, que ce soit sportives ou autres. Donc on arrive à trouver un bel équilibre en ce moment et c'est ce qui nous rend heureux et ça nous permet d'être plus performants, je pense aussi. Le but au terme de son apprentissage, octobre 2023, le but c'est de l'embaucher. Tout à fait, oui. Là, je pense qu'aujourd'hui, en faisant le bilan de cette première année, c'est tout à fait envisageable. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'était l'objectif de cette année. Donc oui, c'est à 99% sûr que Pascal sera définitivement employé au pot de vin. Et j'en suis très très content. Au niveau de l'accompagnement, dans votre création d'entreprise, vous m'avez parlé tout à l'heure de l'accompagnement d'Initiative Agglomération Sophia Antipolis. Comment vous les aviez rencontrés ? C'est l'ancien propriétaire du local que j'ai racheté. Quand je me suis installé ici, avec toute sa bienveillance, il m'a parlé de l'initiative Sophia Antipolis et du coup je suis allé les consulter. Et là tout de suite, d'abord un accueil très chaleureux, très bienveillant aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien sur les conseils, que ce soit les avocats, les comptables qui sont mis à nos dispositions, plus le fait de faire une soutenance pour avoir éventuellement une aide financière. Alors là, vous parlez de deux choses. Il y a ce qu'on appelle le pôle expert, donc c'est des rendez-vous gratuits avec des avocats, des experts comptables, des assureurs, et j'en passe. Oh oui, beaucoup de choses. Donc ça, c'est une fois par mois. Donc ils peuvent répondre à tout un tas de questions. Et après, là, ce dont vous parlez, c'est le comité d'agrément. Donc c'est là où vous présentez votre projet devant un collège de personnes qui sont experts dans leur domaine d'activité. Hein. Il y a des banquiers, il y a des assureurs, des experts comptables, des avocats. Et là, comment ça s'est passé du coup ? Je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais ça s'est très très bien passé. Ouais. C'était d'abord très agréable. Bon, je suis quelqu'un qui n'a pas trop peur de parler en public et qui est très bavard, donc je pense qu'on s'est bien marré, mais c'était aussi très sérieux. J'ai vu tout de suite l'intérêt que les gens portaient à mon projet et il n'y a pas mieux pour un jeune entrepreneur qui est angoissé, qui a peur de savoir si son projet est viable ou pas, d'avoir comme ça autant d'intérêt d'entrepreneurs en face qui ont quand même un petit peu plus d'expérience que soi-même. C'était pour la confiance en soi très important, l'aspect financier bien sûr, mais pour la confiance en soi c'est vraiment essentiel et là je les remercierai jamais assez, ouais, ça c'est sûr. Ils vous ont apporté des conseils en particulier ? Énormément. Les conseils qui ont été promulgués par mon comptable
qui est devenu mon comptable aujourd'hui, je pense qu'ont été les bons, puisqu'on a fait les bons choix dès le début. C'est un ensemble de plein de bons conseils qui ont fait les clés de la réussite, je pense. Oui. Et donc après, avec l'accord de ce comité d'agrément, vous êtes allé voir la banque, ça a facilité l'octroi du prêt bancaire? Oui, sans nul doute, parce que ça les rassure. Je dis, si un dossier a été accepté déjà par un collège d'entrepreneurs qui sont quand même assez performants, semble-t-il, c'est déjà vraiment une vraie garantie pour la banque. Ils me l'ont dit tel quel. Donc ça a aidé énormément. Le fait d'avoir répété son projet aussi avec l'initiative sociale anti-police, le fait de le renouveler avec la banque, c'était beaucoup plus simple. Donc ça aide aussi parce qu'il faut être convaincant, hein. C'est beaucoup dans les discours aussi. Et là, tout à l'heure, vous parliez de peur. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez encore peur? Oui, bien sûr, mais je pense que c'est important, c'est comme le stress, ça peut être un moteur, ça peut être un axe d'amélioration de ses performances. La peur, si elle est bien gérée, pour moi, c'est pas un ennemi. Donc oui, j'ai des craintes, mais c'est ce qui me fait me combattre un peu plus tous les jours, donc je pense que c'est bien. Peur de la concurrence, comme tout le monde, peur de la conjoncture, parce que on vit dans un monde qui est parfois inquiétant, peur des nouvelles législations sur le vin, enfin il y a différentes peurs, hein. Donc il faut se renouveler, il faut continuer aussi à apprendre, parce que le vin c'est beaucoup d'humilité, et puis c'est une passion qui n'a pas de fin, puisque tous les ans c'est un nouveau millésime, donc il faut continuer d'apprendre. Mais c'est stimulant, moi ça ne me dérange pas de vivre dans la peur. Et là, en parlant de peur, justement, en mars 2023, vous avez été victime d'un cambriolage assez dingue. Ah, c'est rocambolesque. Oui. Là, j'étais pas préparé, hein, mais je crois que personne ne peut l'être au bout d'un an, même au bout de 10 ans. C'est un cambriolage. Bon, d'abord, d'un côté, je suis assez content qu'ils m'aient choisi, parce qu'ils se sont attaqués au grand cru, donc sont des gens de goût. Le mode opératoire qui est assez dingue, puisque j'avais sécurisé, bien sûr, comme le demandent les assurances, pour ce genre de boutique, j'avais sécurisé tout ce qu'il fallait. Sauf qu'ils ont cambriolé le commerce. Voilà, c'est une crèche à côté, hein, qui est juxtaposée. Donc ils ont forcé l'entrée de la crèche et ont fait un tunnel, si vous voulez, dans le mur qu'on a en commun. Et sont rentrés directement dans la salle des bijoux, puisque c'est comme ça que je les appelle, mes bouteilles, directement, donc sans passer par la case alarme. Donc oui, un cambriolage de haut vol, on a appelé ça le Spaggieri, mais ma grande surprise quand je suis arrivé le matin, alors que les alarmes étaient toujours en place, la porte n'avait pas été fracturée, mais la gendarmerie est sortie rapidement de la crèche pour me prévenir que j'avais été cambriolé, mais qu'ils n'étaient pas passés par les portes d'entrée. Gros coup dur, évidemment, mais bon, je remercie la première année d'avoir été pleine de succès, parce que sinon, je pense que ça aurait été peut-être déjà la fin de l'aventure. Ouais. Et oui, parce qu'au niveau des assurances, du coup, comment ça se passe? Il faut savoir que le vin, c'est un stock qui s'apprécie. Il ne se déprécie pas. Donc quand on achète une bouteille, par exemple en 2005 de Pétrus, son coût et son prix n'est plus le même en 2023, sauf que l'assurance vous rembourse à son prix d'achat. Donc il y a un énorme manque à gagner. C'est pas de la faute des assurances, c'est une spécificité du vin. Encore une fois, un stock qui s'apprécie, donc c'est quand même quelque chose d'agréable au quotidien. Mais quand ça vous arrive, ce genre de péripéties, c'est un peu compliqué. Donc c'est plus un manque à gagner. Mais bon, on avait suffisamment d'avance pour faire face. Et puis on va se retrousser les manches et puis faire ce qu'on sait faire de mieux, être agréable avec le client et vendre des belles bouteilles et bien les sélectionner surtout pour rattraper ce retard. Mais c'est pas grave, c'est stimulant. Et vos futurs projets, est-ce que vous pouvez en parler? Des projets, il y en a beaucoup. Évidemment, il y a des axes de développement que j'aimerais développer cette année, puisque l'objectif numéro 1 était d'embaucher Pascal. Ça va nous permettre peut-être de développer encore plus les cadeaux d'entreprise, notamment sur les fêtes de fin d'année, puisque ça, c'est une partie de notre travail qui est très importante. Le mois de décembre, il faut savoir que ça représente quasiment un tiers du chiffre d'affaires de l'année. Donc ça se prépare vraiment bien à l'avance.
Et ça passe par les cadeaux d'entreprise. Donc ça va être un très gros axe de développement. Même si la première année était une grosse surprise sur ce niveau-là, parce qu'on ne s'y attendait pas. La deuxième chose, c'est aussi développer notre collaboration avec tout ce qui est maison de location, conciergerie, puisqu'ici c'est une très grosse activité. Il y a aussi les capitaines de bateaux ici, donc on va essayer de les approcher un petit peu plus professionnellement que relationnellement. Et puis resserrer aussi les relations avec tout ce qui est autorité locale, donc la mairie notamment, toutes les festivités, puisque on veut vraiment faire partie de la vie locale. Ça, c'est vraiment une priorité pour nous. Travailler avec les partenaires locaux, les commerces locaux, la mairie, bien sûr, pas seulement du Rouret, mais des alentours. Voilà nos axes de développement pour ce qui est du commerce. Et puis après, s'il y a d'autres axes de développement, on y pense, mais on ne veut pas aller trop vite parce qu'il ne faut pas se brûler les ailes. C'est ce qu'on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais on y pense quand même. On a 2-3 petites choses qui restent secrètes pour le moment. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux de votre reconversion ? Heureux, c'est même plus le mot. Plus heureux, ça serait vraiment trop. Je suis heureux dans ma vie professionnelle, je suis heureux dans ma vie personnelle. Je suis heureux de conserver la relation avec mes anciens employeurs telle qu'elle est. Ouais, ça serait indécent d'être moins heureux. C'est superbe. Et si vous aviez des conseils à donner à des futurs chefs d'entreprise, quels seraient-ils ? Peut-être, oui, les premières petites erreurs que j'ai faites au début, c'est de vouloir, par panique, changer la stratégie en me disant, bon, peut-être que ça, c'est... Il faut peut-être que je m'adapte à ce que les clients demandent, mais non, je crois qu'il faut être vraiment fidèle à ses idées et dire, bah, j'y crois, j'y vais à fond, et normalement, ça paye. Les autres conseils, c'est de parler de ses inquiétudes, parce que ne pas être inquiet quand on entreprend, ça me paraît assez impossible et improbable. Par contre, on a tellement de gens qui sont à notre écoute, et on a la chance d'avoir beaucoup ici de soutien, notamment avec l'agglomération, hein, que ça serait dommage de s'en priver. Donc on a des gens qui font office presque de psychologues et de psychiatres autour de nous, mais pour professionnels, donc c'est important de s'en servir, parce que rester dans le mutisme et puis avec ses peurs, c'est dommage. C'est dommage, on a beaucoup à y gagner de partager ces expériences avec les autres qui ont connu ça avant, donc qui sont des témoins. Et ouais, soit avec des chefs d'entreprise, soit avec les membres des plateformes, les chargés de mission des plateformes initiatives, ou bien dans les chambres de commerce et les chambres de métiers de l'artisanat, vous avez des services dédiés aux problématiques des chefs d'entreprise, alors que ce soit financière, psychologique aussi. Donc n'hésitez pas à les contacter. On a fait un podcast avec notamment Marjorie Bourse de la chambre de commerce et d'industrie de Nice il y a quelques temps, que vous pouvez retrouver justement sur les réseaux. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Merci, c'est toujours un plaisir de partager. Et à bientôt. À très bientôt.